Donc je vous remercie tous d'être là, d'avoir bravé la pluie, le froid, et aussi de n'avoir pas été saturé par les Jeux Olympiques qui se sont déroulés donc à Paris il y a quelques semaines. Apparemment, donc, vous en voulez encore un peu, mais il est aisé de vous faire remarquer que vous allez avoir ce soir l'original. D'où l'intérêt, je pense, de la conférence. Alors, je vous affiche pour le moment Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, je n'utilise pas ce que j'appelle le stylo magique parce que je le manie mal. C'est simplement pour vous situer Olympie. Vous allez me dire, c'est évident. Je ne suis pas persuadé, ça ne sera pas à vous faire injure, je ne suis pas persuadé que pour toutes les personnes qui sont ici, le Olympie est évident. Il y a quelque temps, je parlais avec une personne, bon, qui n'est pas, je dirais, qui a une certaine culture. Elle m'a bien dit que, oui, mais les Jeux de l'Olympe, on les a suivis cet été. Bon. Donc, pour ceux qui ne seraient jamais allés en Grèce ou qui ont de vagues souvenirs, suivez ma souris. Là, elle y est, vous la voyez. Donc, vous voyez Olympie ici, qui est dans le Péloponnèse, qui est devenu une île, puisque, je ne vais pas faire le commentaire de la carte, mais à cause du canal de Corinthe, c'est devenu une île. Donc, c'est le sud de la Grèce. Donc, vous voyez bien le site d'Olympie. C'est donc là que se déroulaient les fameux Jeux olympiques. Maintenant, si vous cherchez Olympe, vous montez de quelques centaines de kilomètres et vous arrivez là, au nord de la Grèce, au mont Olympe. Donc, au mont Olympe, on aurait pu faire peut-être des courses comme la Diagonale des Fous dans la Réunion, je ne sais pas, mais il ne se passait rien du tout. Donc c'est bien clair, tout se passait à Olympie. Comme je vais dire quelques mots tout à l'heure très rapidement de ceci, je arrive à pointer Delphes, vous le voyez? Voilà, parce que je dirai tout à l'heure, je le dis par avance, que en gros vous avez deux des plus célèbres sites grecs, c'est Olympie là et Delphes que j'ai pointé. Voilà. Donc c'est pour cette raison que je voulais vous mettre la carte de Grèce. Donc ça se déroulait là, dans le Péloponnèse, dans une région, peut-être je le dirai par moment, qu'on appelait Élide, parce qu'il y avait une cité qui s'appelait Élis. Mais enfin, laissons tomber Élis, c'est Olympie qui nous intéresse, et vous voyez que c'est au bord d'un fleuve. Donc, je voudrais vous montrer maintenant le plan de la conférence. Il n'est peut-être pas très grand, non, vous ne le voyez pas très bien. Si, alors, c'est en principe le plan général. Voilà, quelques mots d'introduction, si vous arrivez à le lire. Question que nous nous posons à partir de nos Jeux olympiques à nous. Moi, je commence par ce point-là. Donc, quand j'ai pensé à cette conférence, je me suis dit, je n'ai pas eu de peine à les trouver, il y a une bonne question, une bonne dizaine de questions qui se posent en pensant à nos Jeux olympiques, qu'ils soient de Paris ou ailleurs, et aux Jeux olympiques dans l'Antiquité. La toute première, nos Jeux olympiques ont-ils quelques ressemblances avec les Jeux olympiques grecs? Je pose simplement les questions. Autre question. Les Jeux olympiques grecs occupaient-ils la même place que nos Jeux olympiques dans la mentalité grecque? Encore d'autres. À propos du rôle de l'argent dans les Jeux olympiques. C'est pas trop fort, non? C'est bon? Donc, les athlètes et les vainqueurs étaient-ils payés?
y avait-il de la corruption et de la fraude? Petite parenthèse, vous avez dû entendre dire « Ah oui, mais là, on a eu des dopages, etc. » Chez les Grecs, non, tout était parfait. Il n'y avait ni fraude ni corruption, donc je n'y réponds pas, je pose la question. Les vainqueurs des Jeux olympiques grecs étaient-ils aussi glorieux que nos vainqueurs, que nos médailles d'or ou d'argent? La gloire du vainqueur, est-ce qu'elle rejaillissait sur sa patrie, comme aujourd'hui elle rejaillit évidemment sur les médailles d'or en particulier? Autrement dit, y avait-il une certaine forme de nationalisme? Vous allez me dire, ça fait pas mal de questions, il y en a encore 2 ou 3. Le dopage, ça pouvait exister dans l'Antiquité, bon, ils n'avaient pas nos produits modernes, mais ils pouvaient se doper. La place du commerce et de la finance, on est toujours dans les questions d'argent. Les Jeux olympiques et la politique. Les Jeux olympiques et la culture. La dernière question me paraît intéressante, évidemment. Je la traiterai. Vous voyez, ça fait une bonne quinzaine de questions que je me suis posées et que peut-être vous vous êtes posées en assistant aux Jeux olympiques de Paris. Donc, le but de ma conférence, c'est de comparer nos Jeux olympiques modernes et les Jeux olympiques grecs. Mais en me focalisant sur l'époque classique, parce que je n'ai pas du tout l'idée de faire l'histoire des Jeux olympiques, ce n'est pas le but de la conférence, et non plus, bien que je donnerai des photos du site, je ne fais pas une sorte de visite commentée du site d'Olympie, simplement ce qui nous intéressera. Donc le but essentiel, comparer les Jeux olympiques grecs aux Jeux olympiques modernes. Dans le deuxième point, le troisième point, vous voyez, Olympie et Delphes, je vous l'ai montré sur la carte, simplement pour dire que nous avons, si je laisse de côté évidemment l'acropole d'Athènes, 2 des sites les plus importants, les plus prestigieux, plutôt, de la Grèce antique. Dernier point, je pense que vous serez surpris des chiffres que je vais vous donner. Je le dis par avance, les Jeux olympiques grecs ont été fondés en 776 avant Jésus-Christ. Ils se sont terminés en 393 de notre ère. Je ne suis pas mathématicien, mais je fais quand même un calcul que vous pouvez faire mentalement en arrondissant. Ils ont duré 12 siècles. Comparé aux Jeux olympiques modernes. Les premiers ont eu lieu à Athènes en 1896. Je prends Paris 2024, j'ai mon calcul, 128 ans. Nos Jeux olympiques, alors puissent-ils durer longtemps, mais enfin, vous mettez en gros 10 fois plus, 128 ans pour nos Jeux olympiques, 12 siècles de durée pour les Jeux olympiques grecs. Je passe au point suivant, donc, ce que j'appelle le corps du sujet. Pardon. Bon, je n'arrive pas à le grossir, mais ça fait rien. Donc, corps du sujet, très rapidement, le premier point. Les compétitions sportives en Grèce avant les JO. Si pour le grossir, je crois que c'est là. Mais non, pour le grossir ici, oui. Ah, le grossir. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est plus visible? Non. Ah oui. Là, ça va? Je peux arrêter mes manœuvres. Oui. Voilà. Donc, compétition sportive en Grèce avant les Jeux olympiques. Je dis que je ne faisais pas l'histoire, mais très rapidement. Premier point, donc, la Crète minoenne. Pour ceux qui connaîtraient moins l'histoire de la Grèce, la Crète minoenne, vous allez en Crète, vous êtes dans la civilisation minoenne. Grosso modo, on est
au 2e millénaire avant notre ère. Donc, il n'y avait pas de Jeux olympiques évidemment, mais ce qui m'intéresse, il y avait des compétitions sportives. On sait qu'il y avait de la course à pied, des courses à pied, on va la retrouver au JO anciens et modernes, de la lutte et du pugilat, et des combats de taureaux. Regardez cette superbe fresque qu'on trouve à Knossos. Vous voyez bien, si je regarde bien, celui qui est à gauche, apparemment, il a réussi à saisir les cornes du taureau. Indubitablement, celui qui est au milieu, il fait l'acrobate sur le corps du taureau. Et à droite, il y a celui qui va le réceptionner. Alors vous voyez, c'est très intéressant parce que ça n'a rien à voir avec nos corridas, mais c'est quand même une forme de lutte avec le taureau. Donc, je ne veux pas faire une digression, mais ça en dit long sur cet aspect, on peut dire très humain, de la civilisation crétoise. Donc, essentiellement, donc, dans la Crète minoenne, de la course à pied, de la lutte, du pugilat et les combats de taureaux. Ça, c'est le site, je vais le commenter très rapidement. Donc, après la Crète minoenne, je passe à Homère, donc, qui nous raconte en gros la guerre de Troie, si vous voulez. Dans un chant d'Homère, il y a les funérailles de Patrocle. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que pour des funérailles, les Grecs, eh bien, instituaient des jeux funèbres, une façon d'honorer le mort par des jeux funèbres. Et vous allez voir donc un certain nombre de disciplines sportives qu'on va retrouver plus tard. Pour vous donner une idée de l'importance qu'y accorde Homère, dans ce chant 23 de l'Iliade où il y a les jeux funèbres en l'honneur de Patrocle, il y a environ 900 vers. Là, je donne l'ordre chronologique dans lequel Homère les décrit. Il commence par la course de chars, à peu près la moitié du chant, plus de 400 vers consacrés à la course de chars. Donc l'ordre chronologique est un ordre en même temps hiérarchique pour Homère. Ensuite, j'énumère simplement, mais vous allez retrouver toujours la rengaine, il y a le pugilat, il y a la lutte, la différence est essentielle, on y reviendra. Il y a la course à pied, il y a le combat en armes. Alors vous allez voir, c'est très intéressant parce que ça, on le retrouve dans les JO grecs. En armes, ça veut dire ce sont les soldats qui se livrent à un combat. Ils sont casqués, casque de métal, ils ont le bouclier à la main gauche, la javeline à la main droite, et ils se livrent un véritable combat. Ils ne font pas semblant. Et comme le dit Homère, ben, ce véritable combat entame parfois la chair. Bon, vous voyez, on est déjà dans une autre époque. Donc combat en armes, le lancer du disque, évidemment, l'arc, le tir à l'arc, très intéressant, c'est amusant. On attache une colombe à un mât et puis la flèche doit atteindre la pauvre colombe. Et enfin, le lancer de javelot, la javeline. Vous voyez, ça fait 8 activités. Et regardons un peu les prix offerts pour les vainqueurs. Comme c'est Achille qui les a organisés pour son ami Patrocle, regardez les prix, c'est très intéressant. Il y a ce qu'on appelle des trépieds. Bon, je ne décris pas. Tout ça, évidemment, c'est du métal, du bronze, souvent. Des trépieds, des bassines, des chevaux, des mules, des bœufs, du fer et des captives. Entendez, des femmes esclaves. Par exemple, pour la course de chars, vous avez vu qu'elle était reine. Le premier gagne un grand trépied avec des anses. Le deuxième gagne une jument indomptée et pleine d'un mulet, ce qui est important. Le troisième
un bassin tout neuf. Le quatrième, 2 talents d'or, un talent, ça fait 25 kilos, donc vous voyez 50 kilos d'or. Le cinquième, une urne à 2 poignées. Donc, vous voyez des objets matériels. Vous allez me dire, votre énumération n'a pas d'intérêt. Si, quand je serai à la fin, vous verrez qu'elle a un certain intérêt. Le prix du vainqueur de la lutte. Le vainqueur gagne un grand trépied allant au feu, et Homère nous dit, un grand trépied comme ça, ça vaut 12 bœufs. Le vaincu a quand même un prix de consolation. Vous allez me dire que je suis un peu pervers. Et le vaincu gagne une femme habile à 1000 travaux. C'est un peu là que je voulais en venir, pardon. Et donc, Homère nous dit qu'une femme habile à 1000 travaux, ça vaut 4 bœufs. Vous pouvez inverser l'équation. 4 bœufs, valent une femme habile à 1000 travaux. Voilà, donc pour les funérailles de Patrocle. Bon, ça vous donne une certaine hiérarchie des valeurs à l'époque d'Homère, si vous voulez. Ben, dans l'Odyssée, très rapidement, il y a également des épreuves auxquelles Ulysse participe, en particulier au tir à l'arc. Bon, je passe, un contemporain d'Homère qui s'appelle Hésiode a assisté aussi à des jeux funèbres, vous voyez, donc on n'est pas encore dans les Jeux Olympiques. Hésiode est un contemporain d'Homère, c'est-à-dire grosso modo 7e, 8e siècle, et il a assisté à des jeux funèbres. Avant de passer au point suivant, l'archéologie a révélé qu'à Olympie, il y eut les premiers sanctuaires, pas les Jeux Olympiques. Donc ce fut un lieu sacré, remontant à ce qu'on appelle l'âge de bronze, en gros vers 1500 avant notre ère. Donc avant les Jeux Olympiques, Olympie, que vous voyez là, est déjà un lieu sacré. Alors pendant que vous regardez cette carte, le point suivant, l'origine mythologique des JO. Les légendes sont multiples, je les ai laissées de côté, il y en a au moins une dizaine, mais il y en a une que j'ai retenue et vous comprendrez pourquoi. Essentiellement parce qu'elle est très riche d'enseignements. Donc une légende parmi une bonne dizaine. Donc quelques noms propres. Il s'agit du roi de Pise. Je vous ai dit tout à l'heure que Olympie était dans une région qui s'appelle l'Élide. J'ai dit qu'il y avait une ville qui s'appelait Élis, et il y a une autre ville, elle n'est pas sur la carte, qui s'appelait Pise, exactement comme la ville italienne. Donc Pise, tout près d'Olympie, petite parenthèse, pendant longtemps, Pise et Élis se sont disputés qui gouvernerait les JO. Donc, il y a le roi de Pise, qui s'appelle Eunomaos, au fond, peu importe. Il refuse de marier sa fille, qui s'appelle Hippodamie. Le nom est amusant, Hippodamie, ça veut dire celle qui dompte les chevaux. Donc, le roi de Pise refuse de marier sa fille Hippodamie, car un oracle lui a prédit « Tu périras de la main de ton gendre ». Alors c'est une rengaine qu'on retrouve très souvent dans la mythologie. Le fils détrônera le père, tu périras de la main de ton gendre. Tu périras de la main... Donc, je ne veux pas marier ma fille. Comment il s'y prend? Il impose à chaque prétendant une course de chars. Nous y sommes là. Si le prétendant est vainqueur, il épouse Hippodamie. S'il est vaincu, il a le droit d'être tué. C'est très simple. Or, notre Eunomaos était toujours vainqueur parce que ses chevaux étaient divins, lui avaient été donnés par le dieu de la guerre Arès, et donc, en tant que chevaux divins, ils étaient insurpassables. Je note un peu par avance
il y a quand même une tricherie là. Hein? Je défie tout le monde avec des chevaux insurpassables. J'y reviendrai. C'est pas fini. Et déjà, 12 prétendants donc avaient échoué, évidemment, avaient été tués. Et pour bien avertir les autres prétendants, il mettait les têtes sur le palais. Voilà ce qui vous attend si vous êtes vaincu. Arrive Pélops. Pélops, Péloponnèse, il y a un lien, évidemment. Bon, ce Pélops est très séduisant, et donc il était tellement séduisant qu'il avait été enlevé par le dieu Poséidon. Pourquoi faire? Pour le servir en tant qu'héromène. J'avais fait, je crois l'année dernière, une conférence sur la pédérastie. L'héromène, c'est l'adolescent qui est aimé physiquement, sexuellement, d'un adulte. Donc notre Pélops était si beau que Poséidon l'avait pris, il avait servi d'héromène, et puis après il l'avait renvoyé sur terre. Et donc il arrive là-bas à Pise. Évidemment, Hippodamie tombe amoureuse de lui. Lui, de son côté, il invoque Poséidon, parce qu'il sait ce qu'il attend. Donc, il invoque Poséidon, viens à mon secours. Hippodamie, amoureuse de lui, va également agir. Et donc, Hippodamie persuade le cocher de son père de scier en partie les cieux du char de son père. Vous suivez? Évidemment, la course a lieu, l'essieu est rompu, Énomaos, vous pouvez penser à Bénur, hein, vous imaginez cela, est traîné et il meurt. Et évidemment, Pélops épouse Hippodamie et fonde les Jeux Olympiques. Voilà l'une des légendes. Donc ce Pélops, fondateur des Jeux Olympiques. Mais pourquoi je me suis attardé à cette seule légende? Eh bien, c'est surtout parce que vous avez deux tricheries à la fondation des Jeux. Vous avez vu Énomaos qui, avec ses chevaux divins, ne pouvait que remporter la victoire. Et puis l'autre, je ne sais pas si elle est plus grave ou moins grave, mais enfin, la fille qui scie les cieux pour que son père soit tué. J'insiste un peu lourdement, mais par rapport à l'idée qu'on se fait, hein, à la fondation des Jeux Olympiques, vous avez deux belles tricheries. Après, on peut imaginer qu'il y en aura peut-être, voilà. Mais la légende elle-même, vous voyez, l'admet. Je passe maintenant à l'organisation des Jeux. Vous avez toujours, je commenterai rapidement. Donc, qui peut assister, je dis bien assister aux Jeux Olympiques? Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, les barbares, c'est le nom que les Grecs donnent au nom grec. C'est pas forcément péjoratif. Donc, les Grecs, les barbares, les esclaves peuvent y assister, et les jeunes filles. Autrement dit, les femmes mariées ne peuvent pas y assister, à part une qui était prêtresse. Je laisse de côté son nom. Si une femme mariée y assistait, était prise en flagrant délit, elle était précipitée du haut d'un rocher d'une montagne voisine. Une anecdote amusante, une certaine Calliopateira, peu importe le nom, donc c'était une Rhodienne vigoureuse qui s'est travestie en entraîneur pour venir encourager son fils au pugilat. Et comme elle était à la fois mère de vainqueurs Jeux Olympiques, sœur de vainqueurs, fille de vainqueurs, elle fut reconnue. Mais à cause de ces titres, si vous voulez, elle fut épargnée, donc exception. Donc vous voyez, pratiquement, tout le monde peut y assister, sauf les femmes mariées. Maintenant, qui peut y concourir? Donc, la population mâle grecque est nécessairement libre. Je passe très rapidement. Il y avait des concours pour les adolescents,
Et comme le disent les textes, un adolescent, c'est quelqu'un qui n'a pas de poil au menton. Donc c'est essentiellement la population mâle libre. Il y avait à la fin des jeux réservés aux femmes, mais on n'en parle pas tellement dans l'Antiquité. Donc quand on parle des Jeux olympiques, on parle des concurrents grecs mâles. Pendant très longtemps, ce sont les aristocrates qui ont concouru. Pourquoi ? C'est un peu comme pour la politique, je le dis souvent quand je fais allusion à l'histoire grecque. Qui est-ce qui s'occupe de politique dans la démocratique Athènes? Ce sont les aristocrates parce qu'ils ont du temps. Les autres, ils labourent leurs terres, etc. Donc les aristocrates, ce qui vous explique la place prépondérante des courses de chars, il faut pouvoir se payer un élevage. On peut imaginer que quand Alexandre est vainqueur de la Grèce, donc les Grecs considéraient que les Macédoniens, Alexandre était macédonien, n'étaient pas des Grecs, n'avaient pas droit. Mais les vainqueurs, évidemment, ils y assistent. Quand les Romains sont vainqueurs de la Grèce, en principe, il n'y avait pas droit, mais on était bien obligé de les accepter. Voilà, donc retenons, à l'époque classique, 5e, 4e, donc les Grecs libres. La question de la trêve sacrée, très intéressant parce qu'on y a fait allusion pendant nos Jeux olympiques. Donc, pendant un mois environ, c'est-à-dire à la fois ce mois comprend avant les JO, pendant les JO et après les JO, parce que les JO, on va le voir, durer 7 jours. Donc, trêve sacrée. Vous allez voir que les Grecs faisaient les choses bien. 3 héros à UTS parcourent tout le monde grec. Dans la carte de tout à l'heure, je vais y revenir peut-être, quand on dit tout le monde grec, voilà. Vous voyez, sur la droite Asie mineure, bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la Turquie actuelle. Donc tout ce littoral d'Asie mineure, c'est le monde grec. Tout le littoral là, qui va, vous voyez, Byzance, etc., bon, depuis Byzance jusqu'à la Grèce proprement dite, donc le monde grec, c'est la Grèce que vous avez ici, les îles évidemment, je ne l'ai pas mis sur la carte, l'Italie du Sud et la Sicile. Donc, quand nos héros parcourent le monde grec, vous pouvez imaginer qu'ils vont aussi bien en Asie mineure qu'en Italie du Sud et en Sicile. Donc, ils le parcourent pour dire il va y avoir, les Jeux olympiques, je ne l'ai pas dit, c'était tous les ans, et il va y avoir les Jeux olympiques. Autrement dit, ça veut dire que toutes les hostilités doivent cesser. Or, ce n'est pas une nouveauté, le monde grec a toujours été en guerre. Et donc, toutes les hostilités doivent cesser. Et ça veut dire aussi qu'aucune armée n'a le droit de pénétrer dans la région d'Olympie. Et si elle n'est pas respectée, il y a de lourdes amendes prévues. Je conclus, je réponds du même coup à une question que je posais tout à l'heure, parce qu'on est quand même, j'aurais pu commencer par là, on est très bien renseigné sur les Jeux olympiques. Et donc, cette fameuse trêve sacrée, cessation de toute hostilité entre cités grecques perpétuellement en guerre, elle fut respectée à de rares exceptions près. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est l'idée quand même, vous voyez, ça a duré longtemps, on a vu 12 siècles, hein. Donc elle fut respectée à de rares exceptions près. Je passe à la question de la nudité. Oui, on peut mettre ça. Oui, gymnastique est fabriqué avec l'adjectif grec gymnos qui veut dire nu.
Gymnos veut dire parfois nu, parfois très peu vêtu. Et donc, on a coutume de dire qu'aux Jeux Olympiques, il faisait toutes les compétitions nus. Alors ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques, mais ça a à voir quand même. Là, vous avez à gauche, c'est ce qu'on appelle le Poséidon de l'Artémision. Ceux qui ont visité le musée national d'Athènes ont vu cette magnifique statue en bronze, je ne sais pas, environ 2 mètres et quelques de haut, elle est bien située d'ailleurs. Pourquoi de l'Artémision? Parce qu'elle a été retrouvée, je ne vous remets pas la carte, dans la mer au cap Artémision. Donc retrouvée au fond de l'eau, telle qu'elle. Hein. Alors c'est un dieu. Les Grecs représentent les dieux, évidemment avec des corps humains, mais ce qui est frappant, c'est l'exaltation du corps humain. Sans faire trop d'histoire de l'art, pendant longtemps, le corps humain magnifié a été le corps du mâle. C'est peu à peu qu'on est passé au corps de la femme. Donc voilà. Si vous voulez, Poséidon, ils oublient que c'est Poséidon, voilà le bel athlète. Et à côté, j'ai mis un jeune athlète, voilà, également, si vous voulez, c'est l'idéal olympique, tous les deux, pour les vainqueurs. Alors, celle-ci va vous renseigner, vous faire pas mal. Il faut que je la grossisse pour que vous y compreniez quelque chose. Peut-être encore un peu. Ça suffit. Ce n'est pas la nudité, c'est ce qu'on appelle le suspensoire. Je suis parti de l'idée qu'il n'était pas nécessairement nu, comme vous avez vu les deux statues. Si vous voyez suffisamment, bon, moi je vois en bas le scrotum et je vois le pénis. Mais que fait-il de sa main gauche? C'est vrai que c'est une peinture sur vase, ce n'est pas très clair, mais les spécialistes, en analysant bien cela, disent qu'il est en train d'installer quelque chose qui va lui couvrir à la fois le scrotum et le pénis. Et donc, cela renseigne beaucoup, cela nous dit que beaucoup d'athlètes se présentaient, vous voyez, nus entre guillemets, simplement les parties sexuelles protégées par ce fameux suspensoire. Voilà la nudité. Donc, des fois, ils avaient une sorte de pagne. Donc, il faut laisser tomber. Même si on a beaucoup de représentations, on nous met un athlète vainqueur, parce que, si vous voulez, il y a à la fois la valeur symbolique et puis la convention. La convention, c'est de représenter un athlète nu. Mais, si vous voulez, cette convention fausse un peu la réalité. La réalité, elle est plutôt là, dans cette image. Alors, je passe maintenant aux athlètes. Très rapidement, dans la civilisation grecque, toute cité grecque de peu d'importance a un gymnase, donc évidemment, où les jeunes vont s'exercer. Dans ces gymnases, donc, il y a les adolescents et puis il y a un entraîneur. Et l'entraîneur des adolescents a un nom spécial, laissons-le. Les adultes fréquentent aussi le gymnase et ils ont leur entraîneur. Une anecdote à ce sujet, pour montrer l'importance des entraîneurs hors Jeux Olympiques et pendant les Jeux Olympiques. Là, hors Jeux Olympiques, un entraîneur voyait que son disciple,
était amoureux. Et il lui promit les faveurs de sa maîtresse à lui s'il était vainqueur, pour dire les relations entre les deux. Une autre anecdote, c'est un entraîneur qui s'adresse à la mère d'un vainqueur à un exercice qu'on verra, le pancrace, qui est une discipline terrible. Et il dit ceci à la mère: si vous apprenez que votre fils est mort, croyez-le. Alors, sous-entendu, est mort en participant aux Jeux Olympiques, hein, bien sûr. Si vous apprenez que votre fils est mort, croyez-le. Mais si on vous dit qu'il a été vaincu, ne le croyez pas. Ça donne la mentalité. Donc, les entraîneurs, les masseurs, bon, vous devinez ce qu'ils font. Les masseurs, évidemment, ils utilisent la fameuse huile d'olive. Et le but, c'est, comme les masseurs chez nous, une idée reçue à propos du fait que les athlètes s'enduisaient d'huile d'olive. On disait, c'est en particulier pour la lutte, hein, qui est à peu près comme chez nous, afin que les prises ne soient pas solides. Ce n'est pas exact. La preuve, c'est que ils s'enduisent d'huile d'olive, il y a les massages pour assouplir les muscles, et par-dessus, ils répandent de la poussière. Ah, ça empêche quand même de glisser. Et cette poussière, donc, elle a deux fonctions. L'époque, c'est quand même, je n'ai pas parlé, vers août-septembre par là, hein, les Jeux Olympiques. Donc, il fait chaud. Ça se déroule, on va voir des images du stade en plein soleil. Hein. Il n'y a pas aucune couverture. Ça se déroule en plein soleil. Donc, la poussière, pour protéger la peau, faire une pellicule contre le soleil, et, dit-on, je suis incapable de vérifier, pour éviter une trop grande respiration. Je ne sais pas si les médecins seront d'accord que de la poussière par-dessus de l'huile d'olive va éviter la transpiration. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que cette huile d'olive n'était pas destinée à ce qu'on croyait généralement. Quelques mots de l'entraînement. Bon, l'entraînement, il a lieu non seulement à la veille des Jeux Olympiques, mais longtemps avant. Ah, voilà, donc j'ai la même. Vous avez le bas. Voilà, j'ai réussi. Ah oui, bon, c'est peut-être un peu petit, mais enfin vous voyez suffisamment. Oui, parce que si je veux la manier, je vais le faire disparaître. Donc, vous avez sur la gauche, vous voyez, une image de l'entraînement, sur la droite, une qui lui ressemble, mais sur l'image de gauche, je ne sais pas si vous arrivez à lire le titre, on vous met exercice d'échauffement. Ben, il fait un peu comme nos footballeurs, si vous voulez. Hein. Il a une sorte de ballon sur la jambe et puis, bon, il s'échauffe ainsi. Tandis que celui qui est à ma droite, là, les spécialistes nous disent que ce qu'il a, même si ça y ressemble mal, c'est un gros sac de sable. Donc là, il manie ce sac de sable, vous voyez, pour s'entraîner. Bon. Vous avez là deux exercices, échauffement à gauche et le sac de sable à droite. Je passe toujours à nos athlètes, à l'évolution. Sinon, il ne faut pas que j'oublie ceci, avant de passer à l'évolution vers un certain professionnalisme.
Dans l'entraînement, donc qui durait évidemment toute l'année pour les fervents des Jeux Olympiques, il y avait un régime prescrit, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, régime alimentaire, et aussi on prescrivait aux athlètes, j'ouvre de nouveau une parenthèse, on a de la peine à imaginer, là je porte un jugement personnel, je pense, comme je ne suis pas un grand sportif, je n'ai pas beaucoup d'autorité pour le dire, mais je pense que nos plus fervents médaillés olympiques n'étaient pas aussi obsédés par la victoire que pouvaient l'être les anciens Grecs. Parce que ce que je sais bien, je ne suis pas dans la peau d'un vainqueur des JO modernes, mais je peux me mettre dans la peau, là je connais mieux le sujet, que vous avez, dans l'Antiquité grecque, vous aviez des gens qui ne vivaient que pour ça. Alors, vous allez voir pourquoi je le dis. Donc, régime alimentaire, si je ne vis que pour ça, pour être vainqueur, ils voulaient collectionner les médailles, hein, aussi longtemps qu'ils avaient la vigueur physique. Et donc, ils suivaient le régime alimentaire. Et puis, on leur donnait également, si vous voulez, de forts conseils, allant jusqu'à l'injonction de continence sexuelle absolue, vous pourrez comparer avec les JO modernes, durant la préparation des Jeux Olympiques. Et même certains, paraît-il, on leur disait, aussi longtemps que vous voulez concourir, si vous vous estimez vigoureux pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, messieurs, s'il vous plaît, continence sexuelle absolue. Vous voyez jusqu'où ça allait. À propos de la pédérastie, j'avais fait remarquer que les anciens Grecs n'avaient pas du tout les problèmes que nous avons depuis au minimum 2 millénaires avec le sexe. Hein. Non, le sexe pour eux ne fait pas problème. Mais enfin, si vous voulez être vainqueur olympique, voilà. J'en viens maintenant au point suivant. L'évolution vers le professionnalisme et la rémunération. Vous vous souvenez que j'avais posé la question de l'argent, la place de l'argent. Alors, sans entrer dans trop de détails, dès le début, les vainqueurs ont reçu de l'argent. Vous me direz, j'anticipe, je crois qu'on a l'image, le vainqueur aux Jeux Olympiques, on lui met une belle couronne d'olivier sur la tête et avec ça, il est content. Pas du tout. Même s'il ne demande pas, on lui donne davantage, vous allez voir. Donc, je prends l'époque classique, 5e siècle. Il y a une certaine dégradation de l'esprit olympique, peut-être, mais vous avez des cités. Je disais tout à l'heure que je suis, mettons, de Syracuse, je suis de telle cité grecque, donc ma cité est glorifiée par ma victoire. Donc dans certaines cités, on donnait 5 talents aux vainqueurs. Mais les talents, ça ne vous dit rien. J'ai coutume de dire, il ne faut pas traduire en millions, ça ne correspond à rien. Avec 1 talent, à Athènes, on fabriquait une trière. La trière, c'est le navire de guerre qui fait environ 30 mètres de longueur. Bon, ce n'est pas un cuirassé, certes, mais enfin, c'est l'arme de la thalassocratie athénienne. Donc, 1 talent égale une trière. Donc, vous imaginez, le vainqueur qui reçoit 5 talents, il est bien arrosé. Au IVe siècle, bon, je passe les détails. Oui, on donne le vainqueur à la course du stade. On lui donne 50 amphores d'huile. Ben, c'est quand même pas mal, hein, une amphore, pas une bouteille simplement. Hein. Et le vainqueur à la course de char, pour vous montrer la différence entre le privilège et surtout le prestige. Le course de char, 140. Donc vainqueur à la course de char, 140 amphores, le stade, 50. Et plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que les vainqueurs gagnent de plus en plus.
Voilà donc, en résumé, la cité vous honore par de fortes sommes et c'est variable ensuite des talents, des amphores, etc. J'en viens maintenant aux juges. J'ai réussi, pardon, à sortir, je vais le retrouver. Voilà. Vous le voyez assez bien? Oui. Donc ça c'est le fameux stade. Je vous disais tout à l'heure, en plein soleil, on ne peut pas faire mieux, hein. C'est son état actuel, hein, quand on le visite. Donc, le rapport avec les juges, vous allez le voir. Donc c'est le stade sur lequel se faisait évidemment la course à pied. Ma flèche doit arriver à vous. On le voit là, où il y a la croix là. Il y a la ligne de départ qui est matérialisée par de la pierre. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, ce stade fait dans les 300 mètres environ. Et on va parler de la course. Et regardez maintenant ici. C'est la tribune des juges. Les juges, donc je vais en parler assez rapidement, on les appelait ellanodis, on va dire compliqués, c'est-à-dire ceux qui rendent la justice aux Grecs. Donc, les juges d'Olympie étaient une dizaine, et évidemment choisis pour toute la durée de l'Olympiade. Et bon, ils sont là longtemps à l'avance, et ils ont donc voilà, une tribune spéciale, vous voyez, pour juger les épreuves. Donc 10 juges. Je sors un peu des juges. Vous allez me dire où se mettaient les spectateurs. Ben, je dirais à droite et à gauche. Où sont les gradins? Il n'y en avait pas. Si vous visitez des sites grecs en Asie mineure, etc., vous voyez souvent des stades qui ont été faits par les Romains ou très tardivement par les Grecs. Et là, vous avez les gradins, bien sûr. À Olympie, il n'y avait pas de gradins. Donc, vous imaginez, là aussi, je reviens à des choses concrètes, intéressantes. Ben, nos gens, ça contenait des dizaines de milliers de personnes. Hein. Ben, ils étaient assis par terre. Vous imaginez le confort. En plein soleil. Bon, avait-il des ombrelles, je n'en sais rien, on n'en voit pas tellement comme dans les représentations. Donc, à droite et à gauche, vous imaginez les dizaines de milliers de spectateurs assis par terre. Et vers le milieu du stade, c'est là où je voulais venir, la tribune réservée aux juges. Donc, une dizaine. Évidemment, ces juges prêtent serment et ils sont aidés d'une sorte de police, bien sûr. Alors, quand on parle de police chez les Grecs, ben, ils avaient leurs armes de police, c'est-à-dire qu'ils étaient armés de fouets. Et souvent, les policiers, bon, c'est valable pour toutes les cités grecques, c'était des esclaves, et donc armés de fouets. Parce que vous imaginez, des dizaines de milliers de personnes, il fallait quand même qu'il y ait un minimum d'ordre là-dedans. Voilà, donc les juges très importants prêtent serment, reçoivent le serment des athlètes qui vont jurer évidemment de ne pas tricher, assistés de leur police, et il faut que je retrouve celui-là parce qu'il est très important. Non. Je vais y arriver, je pense. Il est très très important. Alors.
L'intérêt, il est à gauche. Je suis en train de parler des juges, du serment des athlètes. Est-ce que les athlètes l'ont respecté, le serment de ne pas tricher? Vous devinez que vous avez là l'entrée du stade. Il y a une sorte de tunnel, bon, il ne reste plus que l'arcade, et après ce tunnel, vous avez le stade. Mais l'intérêt, il est là. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas grand-chose à voir. Ce sont 4 bases de statues. Les statues ont disparu. C'était des statues de Zeus. Ça s'appelle des ZANES, Z-A-N-E-S, ça a un rapport avec Zeus, les sons. Il y a les bases, il y a des inscriptions qui sont sur les bases. Et donc, nous avons là le plus beau témoignage de la triche. Un participant, un athlète participant qui a triché, les juges lui infligent une forte amende, vous allez voir qu'elle est forte. Avec le montant de cette amende, on va ériger une statue de Zeus, donc, ou en pierre ou en bronze, et on va écrire dessus, c'est monsieur un tel qui, ayant triché à tels Jeux Olympiques, a eu une amende avec laquelle on a élevé la statue. Donc, vous voyez, c'est le plus intéressant, parce que là on a un témoignage archéologique il nous reste, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup plus, il y en a peut-être une ou deux avant, mais enfin, il n'y en a même pas 10. Mais c'est toute une série. Donc, ça c'est bien la preuve qu'il y a eu de beaux tricheurs qui ont subi une lourde amende, et nous avons la preuve archéologique. Bon, ça c'est exemple de tricherie chez les athlètes. Quant aux fameux juges, on n'a pas d'exemple, si vous voulez, qu'ils aient été corrompus, sauf Néron. Bon, je ne commente pas Néron, donc on est au 1er siècle avant notre ère. Néron, lui, vous savez que de ses grandes distractions, c'était de participer à des concours de poésie, à des concours musicaux. Il est venu aux Jeux Olympiques. Alors c'est quand même, j'insiste, c'est quand même l'empereur. Hein. Et donc notre Néron, il a participé à la course de chars. Est-ce qu'on peut imaginer que ce grand Néron ait été vaincu à la course de chars? Mais non, quand même. Donc, il participa à la course de chars, le pauvre Néron chuta, fut quand même couronné vainqueur. Et oui, mais couronné vainqueur par qui? Par les juges, qui l'avaient corrompu. Évidemment, résister à Néron, vous risquiez de mal finir votre vie. Et donc, il fut vainqueur, mais après que Néron fut retourné à Rome ou ailleurs, les juges durent restituer à Olympie l'argent par lequel Néron les avait corrompus. Alors, vous voyez, c'est une anecdote intéressante. Ils furent incorruptibles, mais ils ne purent résister à Néron. Je passe le plus rapidement possible sur le calendrier et les programmes des épreuves. Donc, je l'ai peut-être dit, tous les 4 ans. L'époque entre fin juillet et début septembre, donc vous voyez, on est sur quand même la période la plus chaude en Grèce. Je reviens à l'image du stade, vous imaginez, et durer 7 jours. Donc je prends les principales épreuves assez rapidement. Ce qu'il faut surtout avoir en tête, parce que là on ne fait que parler sport, c'est qu'on est dans quelque chose d'essentiellement religieux. Par exemple, le premier jour, disons J1, il n'y a pas d'épreuve, les concurrents prêtent serment, on fait des sacrifices, on fait des libations. J'ai trouvé très amusant ceci.
les héros. Moi, j'ai un micro. Bon, vous imaginez dans le stade, tout à l'heure, là, ceux qui étaient payés par les juges, il fallait trouver ce qu'on appelle un héros, hein, à UT, à la voix puissante, comme on voit chez Homère, pour annoncer les épreuves, annoncer les vainqueurs, etc. Donc, le premier jour, j'ai trouvé très amusant qu'il y avait un concours des héros, d'un côté, et aussi un concours des sonneurs de trompette. Bon, la seconde tâche est peut-être plus facile, mais la première c'était absolument nécessaire. Donc, j'insiste sur le concours des héros. Vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes. Vous imaginez bien que ces spectateurs ne sont pas très silencieux. Donc il faut que la voix du héros arrive à dominer la rumeur du stade. Et on est à ciel ouvert sans rien qui vous renvoie le son. Donc voilà, premier jour, serment, concours, sacrifice, etc. Le J2, on commence par la course à pied. Alors, si vous voulez, il y a en quelque sorte concurrence entre deux épreuves reines, la course de chars qui était tout à fait à l'origine, parce que c'est remonté à Homère, aux nobles, etc., et la course à pied. La longueur, le stade, 192 mètres 24 centimètres. Et donc, je ne redonne pas l'image de tout à l'heure, allez, arrondissons à 192 mètres, c'est une course simple sur cette longueur-là, si vous voulez, un sprint, j'arrondis un peu, de 200 mètres. Notez bien que, si on peut arrondir, ils ont inventé notre 200 mètres. Donc, il y a la course simple, ce sont ces 200 mètres, et un peu d'histoire. Le vainqueur à la course du stade a une grande importance historique pour nous, là je me mets du point de vue de l'historien, parce que le vainqueur à la course du stade donne son nom à l'Olympiade. Bon, nous avons 2024 après Jésus-Christ, et dans les ouvrages historiques grecs, on vous dit, je vous donne un exemple d'un auteur qui m'est cher. Eh bien, Diodore de Sicile, donc, qui écrit une histoire universelle au 1er siècle avant notre ère, je donne un exemple, mais on voit des dizaines de fois chez lui. Je lis, il va situer un événement. Il dit, sous l'archontat de un tel à Athènes. L'archontat, c'était le magistrat supérieur, donc sous le président un tel en France, etc. Donc, sous l'archontat de un tel à Athènes, les Romains portèrent au consulat X et Y, puisqu'il y avait deux consuls. Voilà. Donc, pour situer mon année, c'est l'archontat de un tel à Athènes. Ce sont les deux consuls à Rome. Et furent célébrés en Élide, je vous ai indiqué la région, Élide, les 75e Jeux olympiques. Alors amusez-vous à calculer depuis 776 où on arrive, il y a des tables pour ça, au cours desquels la victoire à la course du stade fut remportée par le Syracusain Astylos. Vous voyez, ça servait de chronologie. Archonte à Athènes, consul à Rome, et le vainqueur à la course du stade. Eh bien, on trouve cela régulièrement chez Diodore. Donc, la course simple, j'ai arrondi 200 mètres. Il y avait la course double, 400 mètres. Il me semble qu'on a le 400 mètres. Bon. La course de fond, je traduis en mètres. Vous avez une course de fond à 1500 mètres. On a le 1500, je crois. Et une course de fond à 5000 mètres. Nous l'avons. C'est quand même amusant. Vous voyez qu'on a conservé le 200, le 400, et les courses de fond 1500 et 5000. Alors, il y a une course, il faut que je retrouve évidemment ma diapo
pour ce que je veux vous montrer. Alors, vous voyez assez bien, oui? Oui. Ben, vous voyez, alors en haut c'est très visible, vous avez des gens qui portent un bouclier. Il y en a 1, 2, 3, 4. Ils portent également, vous voyez, un casque. Eh bien, c'est ce qu'on appelle hoplitodrome. Hoplite, alors l'hoplite, c'est le fantassin grec, un lourd casque. Ah, s'il est tout armé, là c'est pas le cas, mais il faut l'imaginer, un lourd casque, une cuirasse, évidemment le bouclier dans la main gauche, et aux jambes ce qu'on appelle des cnémides. Alors ceux-ci, vous voyez, ils ont le bouclier et le casque. Et donc il y avait une course hoplitodrome à Olympie. Il y a la course à pied, vous l'imaginez, l'autre plus nu, presque, hein, sauf le suspensoire, et vous avez donc une course comme ça, en armes. Alors, celle du dessous, elle est moins nette, mais on arrive quand même à distinguer, si vous regardez bien les jambes, il a les fameuses cnémides dont je parlais, les jambières, hein. Donc, au début, il concourait avec le bouclier, alors le lourd bouclier dans la main gauche, et les cnémides. Super pour courir à son aise. Hein. Donc, vous aviez une course dans le stade des hoplites. Et j'en ai un autre exemple ici, regardez. Ils n'ont pas, parce que je disais que les cnémides, au bout d'un moment, ils ont trouvé que ça devait disparaître, mais ils ont gardé le casque et le bouclier. Je pense qu'elle est assez nette. Passons maintenant aux courses équestres, donc les courses de chars. Voilà, vous avez un bon exemple. Qu'est-ce que vous remarquez? En haut et même en bas, il n'y a pas de selle. Donc, assez souvent, comme on dit, ils montaient à cru. Vous remarquez qu'ils sont armés d'un fouet pour le cheval. Alors, en haut, évidemment, c'est la course, et en bas, elle est assez facile à interpréter. Il ne court plus, il va au pas. Il a devant lui peut-être un juge, et derrière, ce qui est plus intéressant, quelqu'un qui porte un trépied. Ça veut dire qu'il a été vainqueur et on marque sa victoire par le porteur de trépied. Continuons. Voilà. Là, c'est le quadrige. Donc, il y avait des courses, si vous voulez, sur chacun un cavalier, et des courses en quadrige. Ça, c'est autre chose. Donc, je vais passer maintenant une des choses peut-être les plus surprenantes, c'est la lutte et le pugilat. Voilà. Alors, regarde, c'est assez facile à commenter. Vous avez 1, 2 qui sont en plein pugilat. Ce qu'il faut bien regarder, c'est leurs bras et leurs mains. Vous voyez bien qu'autour de l'avant-bras, il y a certainement du cuir, mais surtout, on va le voir sur d'autres, le poing lui-même, c'est pas point nu. Alors, nos boxeurs ont quelque chose, des gants, mais le gant, si vous voulez, c'est fait à la fois pour protéger, je pense, le poing du boxeur et pour ménager l'adversaire. Tandis que là,
je vais quand même vous le décrire un peu plus en détail. Donc, de longues lanières de cuir plus ou moins rugueux, donc sur le poing bien sûr, et l'avant-bras. Il y a seulement le pouce qui est libre. Ensuite, on va perfectionner cela, donc cuir plus ou moins rugueux. Ils vont rajouter par-dessus des bandes de cuir très dures, mises comme ça verticalement, très dures, pour que ça tranche et que ça fasse mal. C'est le pugilat. Et là, comme on le voit très bien ici, 1, pas de casque. 2, c'est la tête qui est visée. Donc, principale cible, la tête, avec ce qu'il a dans les poings. Résultat, je me permets de donner quelques détails, eh bien, on a des nez cassés, des arcades sourcilières écrasées, des pommettes tuméfiées, encore, des oreilles en chou-fleur, et parfois même la mort sur le champ. Voici une épitaphe. Je cite, « Il est mort ici dans le stade, en plein combat du pugilat, après avoir adressé à Zeus cette prière, la couronne ou la mort. » Je vais en donner encore de ce fameux... Oui, alors en bas, c'est le... Il est en train d'installer, vous devinez, le système. Hein. Bon. Ah. Donc, c'est surtout les deux du bas qui m'intéressent. Est-ce que vous ne trouvez pas celui de gauche splendide? Il est merveilleusement gracieux. Mais c'est un bon pugiliste. Il a l'air fier de lui. Hein? Bon, mais... Et à droite, on ne va pas le prendre pour la tête d'un sage philosophe. C'est un pugiliste qui a beaucoup fait de combat. Donc le résultat, à gauche vous avez le fier, et à droite vous avez le résultat. Vous comparez ça avec l'anecdote que je vous citais, il est mort en plein pugilat, rien d'étonnant. Oui, et en outre, pas de durée limitée pour le combat. Chez nous, nous avons le gong à la boxe, hein. Pas de durée limitée. Si bien que, j'insiste sur ce côté des Grecs parce qu'il est, si vous voulez, inhabituel. Il y a ce qu'on appelle le terrible climax. Un climax, c'est on monte au maximum. Je disais pas de durée limitée. Si à la fin du jour, aucun des pugilistes n'avoue sa défaite en levant le doigt, ou n'a été terrassé, l'arbitre va procéder à un tirage au sort. Et le tirage au sort va dire ceci: chacun des deux pugilistes, à tour de rôle, va porter à l'adversaire un coup que celui-ci n'a le droit ni de parer ni d'esquiver. J'ose à peine dire que les Grecs étaient parfois sauvages. Oui, c'est quand même. La mort, ils s'en fichent. Hein. Alors, ça c'était le pugilat. Et il y a une autre discipline qui est à peu près aussi rude, c'est le pancrace. Bon, pas besoin d'image si vous voulez. Dans le pancrace, vous avez à la fois du pugilat, mais sans les fameux poings armés,
Mais tous les coups sont permis. Le mot grec dit qu'on combat avec tout. Bon, je passe, donc voilà, je voulais insister sur, voyez, sur ces exemples terribles lutte des pugilats. J'en viens maintenant aux récompenses, toujours par rapport à l'argent. Hein. Donc, je le disais tout à l'heure, la couronne d'olivier, oui, c'est très bien. Et puis des fois, c'est du même ordre si vous voulez, une simple bandelette attachée autour de la tête. Bon. Ça, c'est la récompense, si vous voulez, officielle. Mais, à côté des sommes d'argent que j'ai évoquées tout à l'heure, il y a autre chose peut-être de plus noble, c'est la gloire non seulement pour le vainqueur, mais pour sa cité. Bon, j'abrège, je dirais simplement que de grands poètes grecs, comme par exemple Pindare au 5e siècle, ont consacré l'essentiel de leurs œuvres à faire quoi? À chanter les vainqueurs olympiques. Donc, un vainqueur olympique qui avait été chanté par Pindare, Euripide l'a fait aussi, vous imaginez sa gloire. Et également, ils étaient inscrits sur un catalogue officiel. Je passe pratiquement au dernier point, les liens des JO avec la politique, l'art et la culture. Lien avec la politique, bon, tout à l'heure j'ai parlé de la trêve sacrée qui en gros a été respectée, et quelques chiffres. On a retrouvé sur le site d'Olympie des milliers et des milliers d'armes. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'on consacrait à la divinité des armes pour témoigner d'une victoire. Je prends deux exemples célèbres. Pour ceux qui ont visité le musée d'Olympie, ils auront peut-être des souvenirs. La victoire de Marathon, 490 avant notre ère. Célèbre victoire des Grecs contre une armée de Darius qui débarque là et qui est rejetée à la mer. Donc, grande victoire grecque. Celui qui commandait les Grecs, et les Athéniens en particulier, s'appelle Miltiade. Et il a dédié son casque, alors je n'ai pas mis la photo là, mais on peut la retrouver facilement, il a dédié son casque à Olympie, et ce casque-là, on le voit dans le musée d'Olympie. Un autre exemple, alors pas matériel celui-là par rapport à la politique, je vais 10 ans plus tard, donc Marathon 490, Salamine, la grande victoire navale des Grecs contre la flotte de Xerxès, où les Athéniens ont eu le principal rôle. Le chef athénien, c'était le fameux Thémistocle. Eh bien, Thémistocle, après Salamine, donc était le héros grec par excellence. Qu'a-t-il fait? Il est venu à Olympie se faire ovationner par la foule. Voilà quelques exemples de liens avec la politique. Les liens maintenant avec l'art. Je reviens un peu en arrière. Oui, vous me direz, c'est tout sauf beau. Ben, c'est ce qui reste du fameux temple de Zeus. Alors, là, regardez le... Vous voyez la taille de l'homme au milieu, en bas? Vous le voyez? Bon, donc j'ai mis les deux frontons. Ça vous donne une idée de la hauteur du temple. Hein. Donc c'est le temple de Zeus, les deux frontons. Je reviens en arrière. Bon, voici ce qu'il en reste. À quoi vous font penser les colonnes tombées comme ça? Avec tout le respect que je dois au site grec, moi je pense à des rondelles de saucisson.
triste destinée pour... Mais enfin, on ne peut pas ne pas y penser quand même. Voilà. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un à côté, ces tambours de colonnes écroulées, voilà, eh bien, elles sont à peu près de la grandeur d'un homme. Donc, vous avez l'image de ce qu'on a vu. Hein. Donc, le lien avec l'art, vous allez me dire, tiens, mais qu'est-ce que fait Zeus à Olympie? Oui, parce que dans certaines... Moi, je vous ai pris la légende de Nomaos et de sa fille Hippodamie, surtout parce que ça se terminait par de la triche, vous avez vu, mais il y a des légendes où Zeus a un rôle central pour les Jeux olympiques. Donc, le plus grand temple de divinité à Olympie, c'était celui de Zeus. Peut-être je peux revenir en avant. Vous verrez mieux ce que je veux dire par là. Alors je ne vais pas tout détailler, ce n'est pas l'intérêt. Hein. Vous l'avez là, le temple de Zeus. Là, vous voyez le stade. Le temple de Zeus qui domine le tout. Et le temple d'Héra, vous l'avez en principe, bon, ça fait rien. Bon, ce que je voulais surtout montrer, c'est que le plus bel édifice d'Olympie, c'était le temple de Zeus. Donc, je parlais bien de lien avec l'art. Revenons en arrière. Là. Ceci, c'est dans l'intérieur du temple de Zeus. C'est la statue de Phidias. Ceux qui ont des souvenirs de l'Acropole ont appris que dans le Parthénon, il y avait la statue chryséléphantine d'Athéna, chryséléphantine en or et en ivoire, pardon. Bon. Armature en bois, je ne veux pas trop détailler, armature en bois, de l'ivoire et de l'or. La statue chryséléphantine d'Athéna dans le Parthénon, 11 mètres de haut. La statue de Zeus dans ce temple, 14 mètres de haut. Elle a été faite par Phidias. Alors, je rappelle un peu, Phidias, l'auteur de la statue chryséléphantine d'Athéna dans le Parthénon, est l'auteur de cette statue monumentale de Zeus dans le temple de Zeus. Et continuons. Non, c'est pas celui-là, il faut que je le retrouve. C'est l'un des endroits les plus intéressants d'Olympie. Non plus, ça, bon, voilà. Ça vaut la peine de s'y attarder un petit peu. C'est ce qu'on appelle l'atelier de Phidias. Alors, quand on arrive devant, ça a l'air de tout sauf l'atelier de Phidias, parce que ça a été transformé en église dans les premiers siècles. Mais on sait que c'est là que travaillait Phidias. Et l'on sait que c'est là qu'il a fabriqué sa fameuse statue de 14 mètres de haut. Donc, vous voyez, c'est, à mon avis, les endroits les plus émouvants par rapport à l'art. Là même, il a travaillé pendant des années à fabriquer la fameuse statue de Zeus dans le temple. Voilà les liens avec l'art. La construction du temple de Zeus, je n'ai pas montré le temple d'Héra qui est plus petit, et l'atelier de Phidias. Les liens avec la culture maintenant.
Donc, vous imaginez le formidable rassemblement de Grecs à Olympie. Et donc, pour, je dirais, ce qu'on peut appeler les intellectuels grecs, l'idéal était de venir à Olympie, certainement peu intéressés par les jeux, c'est mon opinion, mais sachant qu'ils trouveraient des dizaines de milliers de Grecs, de spectateurs et d'auditeurs, de se faire connaître. Je prends deux exemples qui vous parleront assez bien. L'historien Hérodote, donc, qui a vécu au 5e siècle de notre ère, qui est une source si précieuse, eh bien, il a rédigé son ouvrage qu'on appelle à tort les histoires, c'est une enquête, des enquêtes. Il était né là-bas en Asie mineure, il est venu à Athènes, et où est-il allé? Il est allé à Olympie, c'est ce que font certains auteurs d'ouvrages, faire des lectures de son ouvrage pour le faire connaître. Donc vous voyez, publicité pour Hérodote faite à Olympie. C'était là, parce que Delphes, c'est pas comparable, hein. Delphes, si vous avez le site en tête, c'est sur une montagne, il n'y a pas cette immensité du stade. Donc on peut imaginer Hérodote au stade, après les Jeux évidemment, faisant des lectures de son œuvre. Donc Hérodote. Un autre, moins connu, mais très intéressant également, c'est le sophiste Gorgias, même époque qu'Hérodote. Eh bien, il est venu à Olympie donner des conférences. Voilà, j'aurais pu citer d'autres exemples. Je passe maintenant au destin d'Olympie et des JO, donc. 776, la date officielle des premiers Jeux olympiques. 393, l'empereur chrétien Théodose abolit ce qu'on appelle les panégyries, c'est-à-dire les rassemblements de Grecs à l'occasion de fêtes. Et comme les JO en font partie. Donc, 393, interdiction de célébrer les Jeux olympiques. Et donc, j'ai fait le calcul, la durée, 1169 années. Et je continue un peu sur Olympie. Théodose II, donc autre empereur chrétien, en 426, fait détruire le temple de Zeus. Je continue à progresser. Au VIe siècle, évidemment, de notre ère, il y a un séisme très actif qui renverse tout. Ensuite, je ne l'ai pas montré, mais il y a deux fleuves qui entourent le site, et les alluvions se déversent, il y a des glissements de terrain. Je ne sais pas si ça rappellera des souvenirs à ceux qui visitent Olympie. Dans certains endroits, on voit, si vous voulez, en quelque sorte, la muraille naturelle. Ce qui fait que, vous voyez, 6e siècle, vous avez le séisme et les alluvions qui enfouissent Olympie. Ce qui fait que nous partons du 6e. Nous arrivons jusqu'au début du 19e. Donc, entre le 6e et le 19e, Olympie avait totalement disparu, couvert par jusqu'à une hauteur d'environ 10 mètres. Écroulement, plus alluvions, etc. Et là, honneur aux Français, les premières fouilles à Olympie furent faites par des Français en 1830. Donc, je dis bien, 6e siècle de notre ère jusqu'à 1830, on marchait sur Olympie sans savoir ce qu'il y avait dessous. Après, ce sont les Allemands qui ont succédé aux Français. 1880, là, les Allemands entreprennent les fouilles, si vous voulez, plus profondément. Je reviens, si vous voulez, toujours à la visite du musée. On est frappé aujourd'hui quand on visite le musée d'Olympie, c'est en grec et en allemand. Les Français, c'est fini. Bon, après tout, c'est justice parce qu'ils s'en sont beaucoup occupés. Et je termine avec l'héritage des JO et notre cher Pierre de Coubertin. Donc,
je ne vais pas vous montrer sa tête, mais vous montrer quelque chose que vous connaissez bien. Voilà, je pense qu'elle vous dit quelque chose, cette image. Donc, c'est un... Je suis parti sur Pierre de Coubertin, mais c'est bien la même chose. On appelle ça exèdre d'Hérodaticus. Bon, un exèdre, c'est un petit édifice circulaire, avec souvent un bassin que vous voyez là. C'est là qu'est allumée la flamme olympique, avant de faire tout son trajet. Vous avez dû voir les images de la télévision, hein. Voilà, on est à Olympie, à l'exèdre d'Hérode Atticus, la flamme olympique allumée. Mais faisons un tout petit peu d'histoire avec Pierre de Coubertin. Donc, Pierre de Coubertin était évidemment un grand admirateur de la Grèce et pendant très très longtemps, il était hanté par la résurrection des JO. Il a prêché dans le désert et honneur à la France, non seulement Pierre de Coubertin, mais le 23 juin 1894, on peut dire qu'au fond c'est là la fondation des nouveaux JO, à la Sorbonne, il y a un congrès international où viennent 2000 délégués qui décident à l'unanimité de recréer les Jeux olympiques. Vous voyez, donc la Renaissance, elle est de 1894. Bon, évidemment, on décide de confier cela aux Grecs, et du coup, en 1896, les tout premiers Jeux olympiques ont lieu à Athènes, Athénaïque. Bon, je ne l'ai pas mis là, mais on le visite facilement à Athènes. Donc, les tout premiers Jeux, 1896, dans ce stade panathénaïque. Pour ce qui nous intéresse, 1900 Paris et 2024, comme vous le savez, Paris à nouveau. Conclusion, je pense que nos JO, je réponds un peu aux questions que j'avais posées au début, s'efforcent de garder les principaux aspects des JO grecs, le goût pour le sport, le goût pour la compétition, j'aurais pu y insister, le goût pour la compétition, c'est un trait caractéristique de la civilisation grecque. Avec la fameuse trêve, la recherche de l'union des cités et des nations, et donc, au total, on peut dire que les Jeux olympiques, même si on peut les avoir appréciés plus ou moins, cherchent quand même, comme les JO grecs, à entretenir la flamme de la fraternité universelle. Et donc, c'est évidemment un magnifique héritage de la Grèce antique. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.